Ses mains tremblaient tandis qu'elle couchait doucement les enfants dans leur lit. Le silence de la maison m'enveloppait comme une couverture pesante, seulement interrompu par le bruit lointain de la pluie contre les fenêtres de notre maison géorgienne à Dublin. Je savais qu'il rentrerait tard ce soir-là, comme toujours, la laine chargée de whisky et d'excuses que je ne me donnais plus la peine d'écouter. C'est alors que je vis la lumière allumée à la fenêtre d'à côté. Awif berçait doucement la petite Lucie, lui chantant une berceuse irlandaise avec cette voix mélodieuse que j'avais appris à reconnaître entre mille. Ses cheveux roux scintillaient sous la lampe, créant un halo doré qui la faisait ressembler à un ange. Sans réfléchir, je m'approchai de la fenêtre. Nos regards se croisèrent à travers la vitre embuée par l'humidité. Elle sourit. Ce sourire que j'avais appris à attendre chaque jour, qui illuminait mes matinées grises et donnait un sens à mes après-midi vides. Elle leva la main dans un salut silencieux et je répondis, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. C'était un rituel que nous avions développé sans mots, une connexion secrète qui n'existait qu'entre nous. « Viens », articula-t-elle avec les lèvres, en pointant vers la porte de derrière. Mon cœur s'accéléra. Les enfants dormaient profondément, et lui ne rentrerait pas avant très tard. Pour la première fois depuis des mois, la maison m'appartenait. Je me glissai dans le couloir, évitant les marches qui grinçaient, et sortis dans le petit jardin de derrière qui séparait nos propriétés. Awif m'attendait déjà à la frontière entre nos jardins, enveloppé dans un cardigan vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux verts. La pluie fine nous mouillait lentement, mais aucune de nous deux ne semblait s'en soucier. « Elena », murmura-t-elle mon nom avec cet accent irlandais qui me faisait frissonner. « Tu avais l'air si triste là-dedans. »« Je vais bien », mentis-je automatiquement, comme j'avais appris à le faire depuis des années. Mais ses yeux m'étudièrent avec une intensité qui me désarmait, comme si elle pouvait voir à travers tous les masques que j'avais soigneusement construits. « Non, tu ne vas pas bien », dit-elle doucement, en faisant un pas vers moi. « Et tu n'as pas à faire semblant avec moi. » Ces paroles brisèrent quelque chose en moi. Avant que je puisse m'en empêcher, les larmes se mirent à couler sur mes joues, se mêlant aux gouttes de pluie. Awif n'hésita pas. Elle m'enveloppa dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, je me permis d'être vulnérable. Son étreinte était différente de tout ce que j'avais connu. Pas d'attente, pas d'exigence silencieuse, pas cette tension constante d'avoir à être parfaite. Juste de la chaleur, juste un soin authentique. Je respirais son parfum de lavande et de biscuits faits maison, et j'eus l'impression d'être enfin arrivée chez moi. « Raconte-moi », murmura-t-elle contre mes cheveux. « Raconte-moi ce qui te fait si mal. » Et pour la première fois en 3 ans, je parlais du bébé que j'avais perdu. Je lui racontais les lettres que j'écrivais chaque nuit à une âme qui n'avait jamais vu ce monde, la solitude qui me consumait, la sensation de disparaître lentement dans un mariage qui m'étouffait. Les mots jaillissaient, précipités, comme s'ils avaient attendu des années pour être libérés. Awif écouta chaque mot sans juger, ses mains caressant doucement mon dos. Quand j'eus fini de parler, elle prit mon visage entre ses mains, me forçant à la regarder dans les yeux. « Elena, écoute-moi bien », dit-elle avec une fermeté qui contrastait avec la douceur de son toucher. « Ta douleur est réelle, ta perte est réelle, mais ta force l'est aussi. J'ai vu comment tu prends soin de tes enfants, comment tu maintiens ta famille unie, même quand tu t'effondres toi-même. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ses pouces essuyèrent ses larmes sur mes joues, et à cet instant, quelque chose changea entre nous. L'électricité qui s'était construite au fil des mois de regards furtifs et de sourires partagés trouva enfin son chemin. « Awif », murmurai-je, son nom comme une prière. « Je suis là », répondit-elle, et la distance entre nous disparut. Le baiser survint comme une révélation. Doux au début, hésitant, comme si nous avions toutes les deux peur que ce ne soit qu'un rêve. Mais quand mes lèvres trouvèrent les siennes, quand je sentis son soupir contre ma bouche, je sus que c'était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Ses lèvres avaient le goût du thé au miel et des promesses non dites. Les mains que j'avais vues s'occuper des enfants avec tant de tendresse me touchaient maintenant avec la même dévotion, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'elle avait attendu de trouver. Mon corps retrouva une vie que j'avais oubliée possible. Quand nous nous séparâmes, nous étions toutes les deux à bout de souffle. La pluie s'était intensifiée, trempant nos cheveux et collant nos vêtements à nos corps. Mais cela m'était égal. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. « Elena », murmura Awif, son front appuyé contre le mien. « Ce que je ressens pour toi, ce n'est pas juste de la compassion. Ce n'est pas juste vouloir te consoler. »« Je sais », répondis-je, parce que je le ressentais aussi. Cette attirance qui grandissait lentement, cette connexion qui allait au-delà de l'amitié de voisinage. Le bruit d'une voiture approchant nous sépara brusquement. C'était lui, rentrant plus tôt que prévu. La panique m'envahit instantanément. « Il faut que j'y aille », dis-je, reculant déjà vers ma maison. « Elena, attends », tenta Awif, mais je courais déjà. J'entrai par la porte de derrière juste au moment où j'entendis la clé tourner dans la serrure de la porte principale. Je réussis à être dans la cuisine, feignant de préparer du thé, quand il entra.
Mais mon cœur battait encore frénétiquement, et mes lèvres portaient encore le goût d'Awif. « Qu'est-ce que tu fais debout » grogna-t-il, laissant tomber ses clés sur la table avec plus de force que nécessaire. Les enfants ont fait des cauchemars. Mentis-je sans le regarder dans les yeux. Je préparais juste un thé pour me détendre. Il ne répondit pas, se dirigeant déjà vers l'escalier. J'entendis ses pas lourds monter vers notre chambre, et ce n'est qu'alors que je me permis d'expirer. Mes doigts touchèrent mes lèvres, où je pouvais encore sentir l'empreinte du baiser d'Awif. Mon reflet dans la fenêtre de la cuisine me montrait une femme différente, plus vivante, avec des yeux brillants comme je ne les avais pas vus depuis des années. Dans la maison d'à côté, la lumière de la fenêtre d'Awif était toujours allumée. Pendant un instant, je la vis passer devant le rideau, et mon cœur s'accéléra à nouveau. Je savais qu'après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. Le thé refroidit dans mes mains tandis que je restais debout près de la fenêtre, me remémorant chaque seconde de notre rencontre. Le toucher de ses mains, le goût de ses lèvres, la façon dont elle m'avait regardé comme si j'étais quelque chose de beau et de précieux. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelque chose à attendre. Quelqu'un qui me voyait vraiment, qui se souciait de mon bien-être sans rien attendre en retour. C'était terrifiant et excitant à la fois. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci qui touchent le cœur. Laissez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Nous adorons savoir que nous avons un public partout dans le monde. Et quand vous aurez fini d'écouter cette histoire complète, n'oubliez pas de nous donner une note de 0 à 10 et de nous dire ce qui vous a le plus plu. Je montais dans ma chambre cette nuit-là, sachant que ma vie avait pris une direction complètement nouvelle. À côté de mon mari endormi, qui ronflait légèrement avec une haleine encore imprégnée d'alcool, je restais éveillée, revivant chaque moment de la rencontre avec Awif. La pluie contre la fenêtre résonnait comme une mélodie, et pour la première fois depuis longtemps, je m'endormis avec un sourire aux lèvres, rêvant d'yeux verts et de promesses murmurées sous la pluie dublinoise. Les jours suivants passèrent dans un étrange brouillard. Chaque matin, je me réveillais avec le souvenir vivace du baiser d'Awif gravé dans ma mémoire, et chaque soir, je me couchais en me demandant si ce n'était qu'un rêve trop beau. Mais il suffisait de regarder par la fenêtre et de la voir jouer dans le jardin avec Lucie pour savoir que tout avait été terriblement, merveilleusement réel. Ma routine quotidienne restait la même. Préparer le petit déjeuner, habiller les enfants, emmener Emma à l'école, ramasser les jouets éparpillés, faire la lessive. Mais désormais, chaque tâche ordinaire était teintée d'anticipation. Chaque fois que j'entendais des pas dans le jardin d'à côté, mon cœur s'accélérait. Chaque fois que je voyais sa silhouette passer devant la fenêtre, je ressentais des papillons dans l'estomac comme une adolescente amoureuse. Il remarqua mon changement d'humeur, bien qu'il l'interprétât à sa manière typiquement égocentrique. « Tu es plus enjoué ces derniers temps », commenta-t-il un matin, étalant du beurre sur son toast sans lever les yeux de son journal. « Bien. Une épouse aigrie est la dernière chose dont j'ai besoin après une journée de travail. » Je hochai la tête en silence, lui servant son café exactement comme il l'aimait. Noir, sans sucre, dans la tasse bleue qui était sa tasse. Mais intérieurement, une partie de moi qui sommeillait depuis des années commençait à se réveiller, et cette partie se rebellait contre chaque mot condescendant, contre chaque ordre déguisé en suggestion. Ce fut le mercredi après-midi qu'Awif trouva enfin l'excuse parfaite pour se rapprocher. Lucie avait perdu sa balle préférée, une petite balle en caoutchouc rose qui avait roulé dans notre jardin de derrière. Je la vis par la fenêtre de la cuisine, accroupie près de la clôture basse, cherchant parmi les buissons. « Besoin d'aide » criai-je depuis la porte de derrière, bien que je connaisse déjà la réponse. Mon pouls s'accéléra en la voyant se redresser et me sourire avec ce sourire que j'avais appris à chérir. « La balle de Lucie » expliqua-t-elle, s'approchant de la clôture qui séparait nos jardins. « Elle l'a lancée trop fort, et elle a atterri ici. Tu pourrais m'aider à la chercher ?» Je sortis dans le jardin, consciente que je portais ma robe à fleurs bleues, la seule qui me faisait encore sentir vaguement attirante. Je la trouvais accroupie près des rosiers que j'avais plantés l'année précédente, ses cheveux roux brillant sous le faible soleil de l'après-midi irlandais. « La voilà » dis-je en récupérant la balle parmi les branches. Mais lorsque je la lui tendis, nos doigts se frôlèrent, et l'électricité de notre rencontre nocturne ressurgit entre nous. « Elena » dit-elle doucement, sans lâcher ma main. « J'ai pensé à toi, à nous, à ce qui s'est passé. » Ma respiration devint irrégulière. « Moi aussi, admis-je. Je n'ai pas pu penser à autre chose. » Ses yeux verts m'étudièrent intensément. « Regrettes-tu » La question me frappa comme un éclair. Regrettais-je? Pendant des jours, j'avais lutté avec cette question, me sentant coupable et libérée à la fois. « Non » répondis-je finalement, surprise par la fermeté de ma voix. « La seule chose que je regrette, c'est que ça ait dû s'arrêter si vite. » Son sourire fut comme l'aube après une longue nuit froide. « Lucie fait la sieste » murmura-t-elle, jetant un œil vers sa maison. « Les Kelly ne rentreront pas avant 6 heures. Et tes enfants? Emma est à l'école jusqu'à 3h30, chuchotai-je. Tommy regarde ses dessins animés. Il ne bouge jamais du canapé pendant son émission préférée. C'était une invitation silencieuse,
une opportunité que nous avions toutes deux attendue sans oser la demander. Aouif regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne pouvait nous voir depuis les autres maisons, puis me prit la main. « Viens avec moi », dit-elle simplement. Je la suivis dans sa maison comme en transe. Sa cuisine était exactement comme je l'avais imaginé, chaleureuse, remplie de plantes aux fenêtres, avec l'odeur persistante de pain fait maison et de thé. Il y avait des dessins d'enfants collés sur le frigo, des tasses aux couleurs vives sur l'égouttoir près de l'évier, et une sensation générale de chaleur que ma propre maison avait perdue depuis longtemps. « C'est magnifique », murmurai-je, admirant l'espace. « Ce n'est pas à moi », répondit Aouif avec un sourire timide. « Je ne suis que la babysitter qui vit ici temporairement, mais j'aime en faire un foyer. » Elle s'approcha de moi lentement, comme pour me laisser le temps de changer d'avis. Mais je n'allais pas le faire. J'avais passé trop d'années à vivre en pilote automatique, à répondre aux rôles et aux attentes imposées par les autres. Pour une fois dans ma vie, je voulais faire quelque chose juste pour moi. « Elena » murmura-t-elle lorsqu'elle fut assez proche pour que je puisse compter les taches de rousseur sur ses joues. « Dis-moi que c'est ce que tu veux. Dis-moi que ce n'est pas juste parce que tu te sens seule ou triste. » Ces mots me touchèrent profondément. Même à cet instant, elle se souciait de mon bien-être, s'assurant que ma décision était sincère et non dictée par le désespoir. « Aouif », dis-je, posant mes mains sur son visage, sentant la douceur de sa peau sous mes paumes. Pendant des années, je me suis demandé si c'était tout ce que la vie avait à m'offrir, si le bonheur était quelque chose qui m'était interdit. Mais quand je suis avec toi, quand tu me regardes comme tu le fais maintenant, j'ai l'impression de sortir d'un long rêve gris. Mes paroles la touchèrent autant que les siennes m'avaient émue. Je vis ses yeux se remplir de larmes, mais c'était des larmes de joie. « Je ressens la même chose », avoua-t-elle. « J'ai passé des années à m'occuper d'enfants, à voir des familles heureuses, à être témoin de l'amour véritable, et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose que je pouvais observer mais jamais vivre, jusqu'à ce que je te rencontre. Cette fois, lorsque nous nous embrassâmes, il n'y avait ni pluie, ni hâte, ni peur d'être découverte. Juste nous deux, dans le calme de l'après-midi, explorant cette connexion qui s'était construite au fil de rencontres furtives et de sourires partagés. Ses lèvres étaient encore plus douces que dans mon souvenir, et la façon dont elle répondait à chaque caresse, à chaque soupir, me donnait l'impression d'embrasser quelqu'un pour la première fois. Ses mains trouvèrent ma taille, m'attirant plus près, et je perdis la notion du temps et de l'espace. Quand nous nous séparâmes pour reprendre notre souffle, ses joues étaient roses et ses yeux brillaient d'une lumière qui me coupa le souffle. « Veux-tu monter » demanda-t-elle doucement, juste pour parler, pour être ensemble sans hâte. Je savais ce qu'elle me demandait vraiment, et la partie rationnelle de mon esprit criait des avertissements sur tous les risques que cela impliquait. Mais mon cœur, qui avait été réduit au silence pendant si longtemps, avait enfin une voix. « Oui », répondis-je. Sa chambre était simple mais chaleureuse, avec des rideaux de dentelle filtrant la lumière de l'après-midi et un lit une place couvert d'un couvre-lit fait main. Les murs étaient décorés de photos de paysages irlandais et de quelques livres empilés sur la table de chevet. Nous nous assîmes au bord du lit, soudainement timides après toute l'intensité du rez-de-chaussée. Aouif prit mes mains dans les siennes, caressant doucement mes phalanges avec ses pouces. « Parle-moi d'elle », dit-elle doucement. « De la petite que tu as perdue. » La question me prit par surprise. Personne, absolument personne, ne m'avait jamais posé de questions sur ma perte de manière aussi directe et compatissante. « Elle s'appelait Sophie », commençai-je, sentant les larmes menacées de couler. Ou du moins, c'est ainsi que je l'appelais dans ma tête. Elle était si petite quand je l'ai perdue. 12 semaines. Aouif écouta tandis que je lui racontais les mois d'excitation secrète, les lettres que j'écrivais chaque nuit, la douleur écrasante de perdre quelque chose que j'avais tant aimé sans que personne d'autre ne sache même qu'elle avait existé. Il n'a jamais su, admis-je. Je ne lui ai jamais dit. Quand j'ai trouvé le courage, c'était déjà fini, et il était tellement stressé par le travail, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas ajouter de complications à sa vie. « Oh, Elena » murmura Aouif, et dans sa voix il y avait une tristesse si sincère que je pleurais davantage. « Ta douleur compte. Ta perte compte. Tu n'aurais pas dû traverser ça seule. » Ses bras m'enlacèrent, et je pleurais contre son épaule comme je n'avais pas pu le faire depuis que c'était arrivé. Je pleurais pour Sophie, pour les années de solitude, pour la femme que j'avais été avant que la vie ne m'érode lentement. Quand mes larmes se calmèrent enfin, Aouif me repoussa doucement pour pouvoir me regarder dans les yeux. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, » dit-elle avec conviction, « et aussi la plus belle. Personne ne m'avait dit que j'étais belle depuis des années. Personne ne m'avait regardée comme si elle me voyait vraiment, pas juste comme une mère, pas juste comme une épouse, mais comme une femme complète avec ses propres désirs et rêves. Quand elle m'embrassa cette fois, ce fut différent, plus profond, plus intime, chargé de tout ce que nous avions partagé. Mes mains trouvèrent ses cheveux bouclés, mes doigts s'enroulant dans les mèches soyeuses, et je sentis que j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. Le son de l'horloge de l'église sonnant 3 heures nous ramena brusquement à la réalité.
Emma sortirait bientôt de l'école. Il faut que j'y aille, dis-je à contre-cœur, mais Aoif hocha la tête avec compréhension. Je sais, répondit-elle. Mais Elena, ça ne doit pas être juste une fois. Si tu veux, si tu ressens la même chose que moi. Oui, répondis-je avant qu'elle ne puisse finir sa question. Oui, je veux. Je veux tout ce que tu peux m'offrir. Elle m'accompagna jusqu'à la porte de derrière, et avant que je ne sorte, elle prit ma main une dernière fois. Demain, murmura-t-elle. Même heure. Je hochai la tête, me sentant étourdie de bonheur et de terreur à parts égales. Je traversai pour retourner dans mon jardin juste à temps pour voir Emma sauter la clôture basse qui séparait l'avant de nos maisons, son sac à dos rebondissant sur son dos alors qu'elle courait vers moi. « Maman !» cria-t-elle, se jetant dans mes bras. « Devine ce qu'on a fait à l'école aujourd'hui. » Je l'enlaçai fort, inhalant l'odeur de ses cheveux, qui sentèrent les crayons de couleur et la cour de récréation. C'était un rappel de tout ce que je devais protéger, de toutes les raisons pour lesquelles je devais être prudente. Mais tandis qu'elle me racontait sa journée, une partie de moi comptait déjà les heures jusqu'à ce que je puisse revoir Aoif. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelque chose qui m'appartenait entièrement, quelque chose qui me faisait me sentir vivante, désirée et valorisée. Cette nuit-là, tout en préparant le dîner, en aidant avec les devoirs et en poursuivant ma routine familiale, je portais en moi le souvenir du toucher d'Aoif, de ses mots doux, de la manière dont elle m'avait fait sentir digne d'amour et de soins. Quand il rentra ce soir-là, grognant sur sa journée et exigeant que je réchauffe le dîner parce qu'il était arrivé tard, je hochai simplement la tête et fis ce qu'il attendait de moi. Mais intérieurement, une partie de moi souriait, gardant jalousement le secret de mon bonheur nouvellement découvert. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelque chose à attendre avec impatience, quelqu'un qui me voyait comme plus qu'une domestique. Et bien que je sache que le chemin à venir serait semé de complications et de dangers, je ne pouvais pas regretter d'avoir fait le premier pas vers mon propre bonheur. Les semaines suivantes devinrent une délicieuse routine de rencontres secrètes et de regards chargés de sens. J'avais appris les horaires d'Aoif comme s'ils étaient les battements de mon propre cœur. Les matins où elle emmenait Lucie au parc, les après-midi où la petite faisait la sieste, les précieux moments où les Kelly sortaient et nous laissaient seuls au monde. Mais ce fut lors d'une de ces rencontres qu'Aoif mentionna quelque chose qui changea tout. « Elena », dit-elle doucement, alors que nous étions allongés dans son petit lit, ma tête reposant sur sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ton mari. » Son ton m'alerta immédiatement. Je me redressai pour voir son expression, et ce que je vis dans ses yeux verts me glaça le sang. « Je le connais », continua-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Avant que je ne m'installe ici. » Mon estomac se noua. « Que veux-tu dire ?» Aoif s'assit également, prenant mes mains dans les siennes comme pour m'ancrer avant de poursuivre. « Je travaillais dans un pub à Temple Bar pendant mes années universitaires. The Brazen Head, tu connais ?» Je hochai vaguement la tête. C'était l'un des plus vieux pubs de Dublin, un endroit où il allait souvent avec ses collègues après le travail. Une nuit, il y a environ 4 ans, il est arrivé avec un groupe d'hommes en costume. Ils avaient beaucoup bu. J'étais de service de nuit, servant les tables. Sa voix commença à trembler légèrement. À la fin de la soirée, quand le pub était presque vide, il est resté. Il a dit qu'il voulait un autre whisky, mais quand je me suis approchée de sa table, elle s'arrêta et je vis ses yeux se remplir de larmes. Mon cœur se mit à battre plus fort, anticipant quelque chose de terrible. Il m'a attrapé le bras, continua-t-elle, fort. Il m'a dit qu'il m'avait observé toute la soirée, qu'il savait que les filles comme moi avaient besoin d'argent supplémentaire. Il m'a proposé 200 livres si je l'accompagnais aux toilettes du pub. Le monde vacilla autour de moi. Je sentis la nausée monter, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. « Ah oui, » murmurai-je, mais elle continua, ayant besoin de vider son cœur. Je lui ai dit non, bien sûr, mais il ne me lâchait pas. Il m'a serré le bras si fort que j'ai eu des bleus pendant 1 semaine. Il m'a dit que les filles comme moi n'avaient pas le choix, que je devrais me sentir flattée qu'un homme respectable me remarque. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. Il ne m'a lâché que quand le gérant est sorti de son bureau. Je n'ai jamais porté plainte parce que j'avais peur. C'était sa parole contre la mienne, et il avait visiblement de l'argent et une position sociale. Je restais complètement immobile, assimilant cette information. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle que j'essayais de résoudre depuis des années s'assemblaient enfin. Sa manière de me contrôler, de m'isoler, de me faire sentir comme si je n'avais de valeur qu'en tant que son épouse et la mère de ses enfants. « Ah, c'est pourquoi ?» continua Aoif, « quand je me suis installée ici et que j'ai vu que tu étais sa femme, Elena, je t'ai observée. J'ai vu comment il te traite, la façon dont il te parle, comment il contrôle chaque aspect de ta vie. Je reconnais les schémas parce que je les ai vécus cette nuit-là. C'est pour ça que tu t'es rapprochée de moi ?» demandai-je, et ma voix sonna plus froide que je ne l'avais voulu. Une partie de moi se demandait si tout cela n'avait été qu'une sorte de vengeance élaborée. « Non », répondit-elle fermement.
prenant mon visage entre ses mains. Au début, oui, je voulais m'assurer que tu allais bien. Mais Elena, ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec lui. Je t'aime pour toi, pas comme un acte de rébellion contre lui, mais parce que tu es incroyable, forte, belle, et que tu mérites d'être aimée correctement. Ces mots me rassurèrent, mais une nouvelle prise de conscience terrible s'installait. Si Aoif pouvait voir ces schémas, s'il y avait d'autres femmes qui avaient vécu son comportement prédateur, alors je n'étais pas folle. Mon instinct ne m'avait pas trompée toutes ces années où je sentais que quelque chose n'allait pas profondément dans mon mariage. Il y a plus, dit Aoif doucement. J'ai été en contact avec d'autres femmes. Nous avons un groupe, informel, où nous nous soutenons mutuellement. Des femmes qui ont vécu du harcèlement, des abus, de la manipulation. Certaines ont réussi à sortir de leur situation. D'autres sont en chemin. Mon esprit s'emballa. D'autres femmes ont vécu ça avec lui. Pas avec lui spécifiquement, mais avec des hommes comme lui. Elena, ce que tu vis n'est pas normal. Un mari ne devrait pas contrôler ton argent, t'isoler de ta famille et de tes amis, te faire sentir comme si tu étais un fardeau ou sans valeur en dehors de lui servir. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce sombre depuis des années. Toutes les petites cruautés, tous les commentaires apparemment anodins, l'érosion progressive de mon estime de moi et de mon indépendance, ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas parce que j'étais inadéquate ou difficile à aimer. « Et que puis-je faire » murmurai-je. « Aoif, je n'ai pas d'argent, pas de travail, pas d'endroit où aller. Il contrôle tout. Et si j'essaie de partir, il me prendra les enfants. Il me l'a déjà dit. C'est pour ça qu'il y a le groupe, répondit-elle, pour nous entraider. Il y a des ressources, Elena, des refuges, de l'aide juridique, des programmes pour aider les femmes dans ta situation. » Mais avant que je puisse répondre, nous entendîmes le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant en bas. Les Kelly étaient rentrés plus tôt. « Ah oui, fait darling, tu es là-haut » cria Mrs. Kelly depuis le rez-de-chaussée. « Comment s'est comportée Lucy ?» Nous nous habillâmes rapidement en silence. Aoif m'embrassa doucement avant que je ne m'éclipse par la porte de derrière. « Réfléchis-y, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant, mais réfléchis-y. Et Elena, tu n'es pas seule. » Ce soir-là, tandis que je préparais le dîner avec des mains tremblantes, je ne pouvais pas sortir la conversation avec Aoif de mon esprit. Quand il rentra à la maison, je le regardais avec des yeux nouveaux. Avait-il vraiment essayé de forcer Aoif? Y avait-il d'autres femmes? « Qu'est-ce que tu regardes ?» lança-t-il quand il remarqua mon regard scrutateur. « Et pourquoi le dîner n'est pas prêt? Il est 7h30. Désolée, murmurai-je automatiquement, comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. C'est presque prêt. Mais cette fois, l'excuse avait un goût différent dans ma bouche, amer, inutile. Les jours suivants, je commençais à remarquer des choses que j'avais normalisées pendant des années. La façon dont il vérifiait mon téléphone quand il pensait que je ne regardais pas. Comment il demandait, nonchalamment, des comptes sur chaque sortie, chaque conversation, chaque minute de ma journée. La manière dont mes opinions étaient systématiquement rejetées ou ridiculisées. « Elena » me dit-il un matin en lisant le journal, « Mrs. Murphy de la rue d'à côté m'a demandé si tu allais bien. Elle a dit que tu avais l'air distante au supermarché hier. » Mon sang se glaça. J'étais juste fatiguée. « Eh bien, assure-toi d'être plus aimable. Je ne veux pas que les voisins pensent qu'il y a des problèmes à la maison. » C'était une menace voilée, comme tant d'autres. Maintiens les apparences, ne parle à personne, souris et fais comme si tout allait bien. Mais cet après-midi-là, quand Aoif me vit dans le jardin, elle me fit signe de m'approcher de la clôture. « Comment vas-tu » demanda-t-elle doucement. « Tu as été très silencieuse. »« Je réfléchis, » répondis-je. « À ce que tu m'as dit, au groupe dont tu as parlé. » Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir prudent. « Aimerais-tu rencontrer certaines d'entre elles? Nous nous réunissons les jeudis après-midi à la bibliothèque de Ratmin. C'est discret, sûr. »« Je ne peux pas, » dis-je immédiatement. Il pose des questions sur chaque sortie, et les jeudis, je m'occupe de Tommy pendant qu'Emma est à ses cours de piano. Emma pourrait venir avec moi, suggéra Aoif. Ça pourrait être une sortie tante-nièce au parc, et Tommy pourrait jouer avec Lucy ici. Les Kelly n'ont aucun problème à ce que j'amène des enfants de temps en temps. C'était une solution parfaite, mais aussi terriblement audacieuse. Et s'il l'apprend, Elena, Aoif se rapprocha, sa voix ferme mais douce. Combien de temps encore peux-tu vivre ainsi? Combien de temps peux-tu prétendre que c'est normal, que c'est tout ce que tu mérites? Ces mots me frappèrent comme la foudre. Je m'étais posé cette même question pendant des années, mais je l'avais toujours repoussée, l'enterrant sous les responsabilités quotidiennes et la peur du changement. Une fois, dis-je finalement. J'irai une fois, juste pour voir. Le sourire d'Aoif fut éclatant. C'est tout ce que je demande. Juste que tu vois qu'il y a des options, qu'il y a de l'espoir. Ce soir-là, tandis qu'il regardait la télévision dans le salon, je m'assis dans la cuisine avec une tasse de thé et pensais vraiment à ma vie. À la femme que j'avais été avant de me marier,
pleine de rêves et d'ambitions, à la mère que je voulais être pour mes enfants, quelqu'un qui leur apprendrait qu'ils méritaient un amour véritable et du respect. Pour la première fois depuis des années, je commençais à imaginer un avenir différent. Je ne savais pas exactement à quoi il ressemblerait, mais je savais qu'il incluait me réveiller chaque matin sans peur, parler sans peser chaque mot, être vue et valorisée pour qui j'étais vraiment. Le jeudi arriva plus vite que prévu. Aoif apparut à ma porte de derrière à 2 heures précises, avec Lucie par la main et un sourire nerveux. « Prête ?» demanda-t-elle doucement. « Non », répondis-je honnêtement. « Mais j'y vais quand même. » Emma était enthousiaste à l'idée de passer l'après-midi avec Aoif, qu'elle avait fini par adorer. Tommy était ravi de rester jouer avec Lucie et les jouets colorés des Kelly. « Nous serons de retour à 5 heures, dis-je à Aoif, bien qu'elle le sache déjà. Il rentre à 6 heures. Tout ira bien, m'assura-t-elle, serrant ma main. Fais-moi confiance. Tandis que nous marchions vers l'arrêt de bus, Emma parlait joyeusement de l'école et de ses amis. Aoif et moi échangions des regards nerveux par-dessus sa tête. Nous savions toutes les deux que c'était un point de non-retour. Une fois que j'aurais vu les options disponibles, une fois que j'aurais rencontré d'autres femmes qui avaient trouvé la force de changer leur vie, je ne pourrais plus prétendre ne pas les avoir vues. « Maman », dit soudain Emma, prenant ma main alors que nous attendions le bus. « Tu as l'air différente ces derniers temps, plus heureuse. » Ces mots me surprirent. Si une fillette de 8 ans pouvait remarquer le changement en moi, qu'est-ce qui pourrait encore devenir évident? « Ça te plaît de me voir heureuse ?» lui demandai-je. « Oui », répondit-elle sans hésiter. « J'aime quand tu souris pour de vrai, pas comme quand papa est à la maison. » Mon cœur se serra. Même Emma avait remarqué la différence. Elle avait grandi en voyant une version diminuée de sa mère, et ce n'était pas l'exemple que je voulais lui donner. Quand nous montâmes dans le bus, je m'assis près de la fenêtre et regardais Dublin défiler. Les rues familières, les bâtiments que je connaissais par cœur, tout semblait légèrement différent de cette perspective, comme si je voyais ma ville à travers des yeux nouveaux. « Elena » dit doucement Aoif, se penchant vers moi pendant qu'Emma s'occupait avec un livre de coloriage. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi que tu décides ensuite, je veux que tu saches que je suis fière de toi pour avoir fait ce pas. » Ces mots me remplirent d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quelqu'un était fier de moi. Pas pour avoir nettoyé la maison parfaitement ou préparé un dîner impeccable, mais pour avoir eu le courage de chercher quelque chose de mieux pour moi-même. Tandis que le bus se dirigeait vers Ratmin, je posais ma main sur la vitre et murmurais une petite prière à Sophie. « Mon bébé perdu. Peut-être, lui dis-je silencieusement, peut-être que ta maman va enfin apprendre à être courageuse. » La bibliothèque de Ratmin semblait un lieu sûr et anodin de l'extérieur, avec ses grandes fenêtres et les gens entrant et sortant tranquillement. Mais en marchant vers l'entrée avec Emma et Aoif, mon cœur battait comme si j'étais sur le point de commettre un crime. « Il y a un coin lecture pour enfants très sympa ici, » dit Aoif à Emma. « Ça te dirait de l'explorer pendant que ta maman et moi discutons avec des amis ?» Emma hocha la tête avec enthousiasme, toujours prête pour une nouvelle aventure. Nous la laissâmes installer avec des livres d'histoires et des puzzles, dans un coin où elle pouvait nous voir, mais pas entendre notre conversation. Aoif me guida vers une table ronde au fond, où 3 femmes étaient déjà assises. Une femme plus âgée aux cheveux gris et aux yeux bienveillants me sourit chaleureusement. À côté d'elle, une jeune fille, qui semblait avoir à peine 20 ans, jouait nerveusement avec les bords d'un livre. La 3e était une femme d'âge moyen avec un bras en écharpe. « Elena » dit doucement Aoif, « voici mes amis, Siobhan, Kathleen et Mary. » « Bienvenue, ma chère, » dit Siobhan, la femme plus âgée. « Aoif nous a un peu parlé de ta situation. Pourquoi ne pas commencer par écouter? Tu n'as pas à parler si tu ne te sens pas à l'aise. » Je m'assis, me sentant exposée et vulnérable. C'était la première fois depuis des années que j'étais dans un espace où je pouvais parler librement sans peser chaque mot. Kathleen, la jeune femme, fut la première à parler. « J'ai vécu avec mon petit ami pendant 2 ans, » commença-t-elle d'une voix tremblante. Au début, c'était merveilleux. Il me disait que j'étais la plus belle femme du monde, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Mais peu à peu, il a commencé à m'isoler. D'abord mes amis, il disait qu'elle parlait mal de lui dans mon dos, puis ma famille, qu'il ne me soutenait pas assez. À la fin, je n'avais plus que lui. Ces mots résonnaient douloureusement familiers. Je me souvenais comment mon mari avait commencé à critiquer subtilement ma sœur, suggérant qu'elle était jalouse de mon mariage stable. Comment il avait trouvé des problèmes avec chacune de mes amies jusqu'à ce que je cesse de les voir complètement. « Comment t'en es-tu sortie ?» demandai-je doucement. Une nuit, il m'a frappé si fort que j'ai perdu connaissance, répondit Kathleen, touchant inconsciemment sa joue. Je me suis réveillée à l'hôpital. L'infirmière m'a donné le numéro d'une ligne d'aide. C'était terrifiant, mais j'ai appelé. Ils m'ont aidé à planifier mon départ, m'ont trouvé un endroit où rester, du soutien juridique. Mary, la femme au bras en écharpe, hocha la tête. Le mien était violent aussi, mais de manière plus subtile. Jamais de bleu visible. Des poussées, des saisies de bras trop fortes, des pincements joueurs.
Il disait que c'était de l'amour possessif. Sa voix se brisa légèrement. J'ai pris cette décision la semaine dernière. Je suis tombée dans les escaliers. Ou du moins, c'est ce qu'il dira. À quiconque demandera. Mais je sais qu'il m'a poussée. Mon estomac se noua. Je regardais Emma, complètement absorbée par un livre illustré, inconsciente de la lourdeur de cette conversation. « Et les enfants » murmurai-je. « Comment protéger les enfants » Siobhan se pencha en avant. « Elena, ma chère, les enfants sont déjà touchés. Ils ne sont peut-être pas directement maltraités, mais ils grandissent en pensant que ces dynamiques sont normales. Ils apprennent que l'amour ressemble à du contrôle, que les femmes doivent vivre dans la peur. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Je pensais à Emma disant que je semblais plus heureuse ces derniers temps, qu'elle remarquait la différence entre mon sourire sincère et celui que j'utilisais quand son père était à la maison. Qu'avait-elle remarqué d'autre? Quelles leçons apprenait-elle sur les relations? Mais il ne m'a jamais frappée, dis-je faiblement. Il n'a jamais été violent physiquement. L'abus n'est pas toujours physique, ma chère, dit gentiment Siobhan. Le contrôle financier, l'isolement social, la manipulation émotionnelle, les insultes constantes, tout cela est de l'abus. Et souvent, cela précède la violence physique. Aoif prit ma main sous la table. « Elena, parle-leur de ton argent, de tes documents. » D'une voix tremblante, je leur racontais comment ils géraient toutes les finances, comment je n'avais pas accès au compte bancaire, comment mon passeport était gardé en sécurité dans son bureau où je ne pouvais pas l'atteindre. Je parlais de la manière dont chaque sortie était questionnée, chaque conversation rapportée, chaque aspect de ma vie surveillé. « C'est le manuel, » dit Mary amèrement. « On dirait qu'ils lisent tous le même livre sur comment contrôler une femme. »« Que puis-je faire ?» demandai-je, me sentant submergée. « Je n'ai pas d'argent, pas de travail, pas d'endroit où aller. » Siobhan sortit un dossier de son sac. « Il y a des options, ma chère. Des refuges qui acceptent les mères avec enfants, des programmes d'aide juridique gratuite, des organisations qui aident avec la formation professionnelle et le soutien financier. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. » Elle me tendit une série de brochures et de numéros de téléphone. Ma main tremblait en les prenant. « Le premier pas, » continua Siobhan, « est d'élaborer un plan de sécurité. Documenter tout, chaque incident, chaque contrôle, chaque menace. Garder des copies de documents importants dans un endroit sûr. Avoir une valise prête avec des vêtements pour toi et les enfants. »« Et s'il me trouve ?» murmurai-je. « Et s'il essaie de me prendre les enfants ?»« C'est pourquoi tu documentes tout, » répondit Kathleen. « Les tribunaux sont de plus en plus sensibilisés à la violence domestique. Un homme qui maltraite sa femme est rarement un bon père, même s'il est subtil à ce sujet. » Aoif serra ma main. « Et tu ne seras pas seule. Tu auras du soutien, Elena. Juridique, émotionnel, pratique. » Tandis que j'assimilais toutes ces informations, une partie de moi se sentait pleine d'espoir pour la première fois depuis des années. Mais une autre partie était terrifiée. Changer ma vie signifiait détruire la stabilité que mes enfants connaissaient, risquer tout pour la possibilité de quelque chose de mieux. « Il y a autre chose, » dit doucement Aoif. « Les Kelly ont reçu une offre d'emploi à Vancouver, une promotion importante pour Mr. Kelly. Ils veulent que je parte avec eux comme au père. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi? C'est une opportunité incroyable, » continua-t-elle, bien que sa voix semble triste. « Bon salaire, visa de travail, la possibilité d'étudier là-bas. Mais, Elena, je ne veux pas partir sans savoir que tu seras en sécurité. » Le monde sembla vaciller. Aoif, mon ancre, ma raison de sourire, mon premier amour véritable, pourrait partir à l'autre bout du monde. « Quand ?» parvins-je à demander. « Dans 6 semaines. 6 semaines. » Le temps semblait à la fois une éternité et un instant. « Tu pourrais venir avec moi, » dit soudain Aoif, me regardant intensément. « Le Canada a d'excellents programmes pour les réfugiés de violences domestiques. Tu pourrais recommencer à zéro, loin de tout ça. » La suggestion était si folle, si impossible que je restais sans voix. « Aoif, je ne peux pas simplement m'enfuir dans un autre pays. Les enfants, l'école, ma vie est ici. »« Quelle vie ?» demanda-t-elle doucement. « Elena, est-ce vraiment une vie que tu as maintenant ?» Ces mots me frappèrent durement parce que je savais qu'elle avait raison. Mais tout abandonner, fuir dans un pays étranger avec mes enfants, cela semblait impossible. Mary se pencha en avant. « Elena, j'ai pensé la même chose. Que c'était impossible, que j'étais coincée pour toujours. Mais regarde où je suis maintenant. Mon bras guérira. Ma vie recommence. Ce n'est pas facile, mais c'est la mienne. »« Réfléchis-y, » dit Siobhan, ramassant ses affaires. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit aujourd'hui. Mais réfléchis-y. Et en attendant, commence à documenter. Commence à planifier. Même si tu ne fais rien d'autre, aie un plan. » Quand nous rentrâmes à la maison cet après-midi-là, Emma s'endormit dans le bus, épuisée par l'aventure. Aoif et moi nous assîmes en silence, chacune perdue dans ses pensées. « Elena, » dit-elle enfin, alors que nous approchions de notre arrêt. « Peu importe ce que tu décides à propos de Vancouver, de ton mariage, de quoi que ce soit,
Je veux que tu saches que ces mois avec toi ont été les plus heureux de ma vie. » Ces mots me firent pleurer. « Les miens aussi, » murmurai-je. Ce soir-là, après que les enfants furent de coucher et qu'il se fut retiré dans son bureau pour travailler, je m'assis sur mon lit avec les brochures que Siobhan m'avait données. Je les cachais entre les pages d'un livre de cuisine que je savais qu'il ne toucherait jamais. Pour la première fois, je contemplais réellement une vie différente. Me réveiller sans peur. Élever mes enfants pour qu'ils sachent qu'ils méritaient respect et amour véritable. Peut-être même trouver un travail, reconstruire mon identité au-delà d'être une épouse et une mère. Mais je pensais aussi aux risques, à ce qu'ils pourraient faire s'ils découvraient que je prévoyais de partir, aux batailles juridiques, à la possibilité de perdre mes enfants, à recommencer de zéro sans ressources. Et je pensais à Aoif, à la possibilité d'une vie ensemble, loin de tout cela. C'était un rêve magnifique et terrifiant à la fois. Le bruit de ses pas dans le couloir me fit rapidement cacher le livre. Je fis semblant de lire un magazine quand il entra dans la chambre. « Comment était ta journée ?» demanda-t-il, bien que son ton suggère qu'il se fichait de la réponse. « Bien », répondis-je automatiquement. Les enfants ont joué dans le jardin. Emma a lu quelques livres. Je ne mentionnais pas la bibliothèque, le groupe de soutien, les révélations sur ma vie qui avaient tout changé. Je gardais mes secrets, comme j'avais appris à le faire. Mais cette nuit-là, allongée à côté de lui, je ne pensais pas à ma routine du lendemain ou aux tâches ménagères qui m'attendaient. Je pensais à Vancouver, je pensais à la liberté, je pensais à Aoif. Et pour la première fois depuis des années, j'osais penser que peut-être, juste peut-être, je méritais mieux. L'horloge sonna minuit, puis 1 heure, puis 2. Il ronflait doucement à côté de moi, complètement inconscient que la femme à ses côtés planifiait une révolution silencieuse. 6 semaines. C'était tout le temps qu'il me restait pour décider si je resterais Elena, l'épouse obéissante, ou si je deviendrais enfin Elena, la femme libre. La réponse, je m'en rendis compte, prenait déjà forme dans mon cœur. Les 2 semaines suivantes furent une montagne russe émotionnelle. Pendant la journée, je continuais ma routine normale. Préparer les petits déjeuners, emmener Emma à l'école, nettoyer la maison. Mais chaque moment libre était consacré à documenter secrètement les schémas de contrôle de mon mari, comme Siobhan me l'avait conseillé. J'écrivais sur de petits morceaux de papier que je cachais dans des livres de cuisine, notant des dates et des détails. 15 octobre, à vérifier mon téléphone pendant que je dormais. 17 octobre, à demander pourquoi j'avais dépensé 3 € de plus au supermarché. 19 octobre, m'a interdit d'appeler ma sœur parce qu'elle me remplit toujours la tête d'idées stupides. Chaque note était comme un petit réveil. Des schémas que j'avais normalisés pendant des années se révélaient maintenant clairement pour ce qu'ils étaient. Un contrôle systématique. Aoif et moi n'avions presque pas pu être seuls. Les Kelly organisèrent leur déménagement et avaient constamment besoin de son aide. Quand nous nous voyions par les fenêtres, nous échangions des sourires teintés de tristesse et d'urgence. Le temps s'épuisait, et nous le savions toutes les deux. Ce fut un jeudi après-midi que tout s'effondra. J'avais laissé Emma à ses cours de piano et étais rentrée pour retrouver Aoif comme prévu. Tommy jouait chez les Kelly avec Lucie. Pour la première fois depuis des jours, nous avions 1 heure entière pour nous. « Elena », me dit-elle dès que je franchis la porte de sa cuisine, « j'ai des nouvelles. Bonnes et terribles à la fois. » Mon estomac se noua. « Dis-moi. » J'ai parlé à mes contacts à Vancouver. Il y a un programme spécial pour les femmes qui fuient la violence domestique. Si tu viens avec moi, ils pourraient t'accorder le statut de réfugié, une aide financière, un soutien pour trouver un travail. Les enfants pourraient aller à l'école immédiatement. C'était exactement ce que j'avais espéré entendre et redouté en même temps. Et les mauvaises nouvelles? Nous devons partir dans 10 jours. Mr. Kelly a réussi à accélérer son transfert. Il a trouvé une maison parfaite à Vancouver et veut déménager avant que l'hiver commence là-bas. 10 jours. Mon monde s'arrêta. « Elena, je sais que c'est terrifiant, » continua Aoif, prenant mes mains. « Mais c'est notre chance. Notre seule chance d'être ensemble, de te donner la vie que tu mérites. » 10 jours, répétai-je, me sentant étourdie. Comment puis-je organiser toute ma vie en 10 jours? Les passeports des enfants, l'école, leurs affaires. Le groupe peut t'aider, dit Aoif avec urgence. Siobhan connaît des avocats spécialisés dans ce domaine. Ils peuvent accélérer les démarches. Mais Elena, tu dois décider. Maintenant. Avant que je puisse répondre, nous entendîmes le bruit caractéristique d'une voiture s'arrêtant brusquement dans mon allée. C'était lui, 2 heures plus tôt que d'habitude. « Merde », murmurai-je, courant vers la fenêtre. Effectivement, il sortait de sa voiture avec une expression que je ne connaissais que trop bien. Une colère à peine contenue. « Elena ?» Sa voix résonna depuis ma maison. « Elena ? Va !» me dit Aoif, me poussant vers la porte de derrière. « Vas-y maintenant. Agis normalement. » Je courus à travers nos jardins, entrai par ma porte de derrière et arrivai dans la cuisine juste au moment où il entrait par la porte principale. « Te voilà !» dit-il, et quelque chose dans son ton me glaça le sang. « Où est Tommy ? » « Il joue avec Lucie chez les voisins, » répondis-je.
essayant de garder ma voix stable. « Pourquoi es-tu rentré tôt ?» Il ne répondit pas immédiatement. À la place, il m'étudia avec une intensité qui me donna la chair de poule. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui, » dit-il enfin, s'approchant lentement. « De Mrs. Murphy. Sais-tu ce qu'elle m'a dit ?» Mon sang se figea. Mrs. Murphy était notre voisine curieuse, celle qui passait son temps à regarder par ses rideaux. « Aucune idée, mentis-je. Elle m'a dit qu'elle t'avait vu sortir avec la fille irlandaise plusieurs fois, que jeudi dernier, elle t'a vu monter dans le bus avec Emma. Elle a dit que tu semblais différente ces derniers temps, plus rebelle. » Ses yeux se plissèrent. « Alors, je te repose la question, Helena. Où vas-tu » Mon esprit s'emballa, cherchant un mensonge crédible. « Juste, au parc. Aoif nous invite parfois avec Emma quand elle emmène Lucie. Les enfants s'amusent ensemble. »« Au parc » répéta-t-il, sa voix devenant plus basse, plus dangereuse. « En bus ? Quel parc nécessite un trajet en bus, Helena ?» Je n'avais pas de réponse. Nous nous regardâmes dans un silence mortel. C'est alors que son regard tomba sur quelque chose sur le comptoir de la cuisine. Mon cœur s'arrêta. C'était l'une des brochures que Siobhan m'avait donnée, que j'avais oublié de ranger après l'avoir lue la veille. Le titre était clairement visible. « Ressources pour les femmes en situation de violence domestique ». L'air dans la pièce changea instantanément. Je vis son expression passer de la suspicion à une fureur absolue. « C'est quoi ce bordel ?» rugit-il, saisissant la brochure. Ses yeux parcoururent rapidement les pages. « Violence domestique ? Vraiment, Helena ? Je peux expliquer. » bégayai-je, mais il était déjà hors de lui. « Tu oses me traiter d'abuseur ?» hurla-t-il, jetant la brochure au sol. « Tout ce que je fais, c'est pour cette famille. Je travaille 60 heures par semaine pour t'entretenir. Je te donne une belle maison, des vêtements, de la nourriture, et c'est comme ça que tu me remercies ?» Sa voix était si forte que j'étais sûre que tout le quartier pouvait l'entendre. Je reculai instinctivement, mais il s'approcha davantage. « Qui te met ces conneries dans la tête ?» demanda-t-il. « C'est cette salope irlandaise? C'est elle qui te convainc que tu es une victime? » Personne ne me convainc de rien, parvins-je à dire, bien que ma voix tremblait. Je me renseignais, c'est tout. Te renseigner pourquoi? Pour me quitter? Pour emmener mes enfants et ruiner ma réputation? Ces mots confirmèrent toutes mes peurs. Il s'agissait de sa réputation, de son contrôle. Pas d'amour ou de souci pour mon bien-être. Les enfants vont bien, dis-je doucement. Personne n'essaie de les enlever. Les enfants vont bien parce que je tiens cette famille ensemble, cracha-t-il. Sans moi, ils vivraient dans la pauvreté. Et toi, tu n'es rien sans moi, Helena. Qu'est-ce que tu vas faire? Travailler dans un magasin pour un salaire de misère? Vivre dans un appartement minable? Ces mots étaient comme des coups de poignard, conçus pour me faire sentir petite et inutile. Et pendant des années, ça avait marché. Mais maintenant, après des semaines de conversation avec Aoif, après avoir rencontré des femmes fortes qui avaient survécu à des situations similaires, quelque chose en moi se rebella. Peut-être, dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Peut-être que ce serait mieux que ça. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je vis ses yeux s'assombrir d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» murmura-t-il dangereusement. J'ai dit que peut-être vivre dans un appartement minable serait mieux que de vivre dans la peur tous les jours. Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Des années d'émotions réprimées, des années à marcher sur des œufs, des années à prétendre être heureuse alors que je mourais à l'intérieur. Sa main se leva si vite que je n'eus à peine le temps de réagir. Le coup m'envoya chanceler en arrière, ma joue brûlant de douleur et de choc. C'était la première fois qu'il me frappait, mais d'une certaine manière, cela ne me surprit pas. C'était comme si j'avais attendu ce moment pendant des années. « Ne t'avise pas de me manquer de respect dans ma propre maison, » rugit-il. « Je suis ton mari. Tu me dois obéissance et gratitude. » Je touchai ma joue, sentant qu'elle gonflait. Mais étrangement, je ne ressentais pas de peur. Je ressentais de la clarté. « Plus maintenant, » dis-je doucement. « Quoi? Plus maintenant, » répétai-je, plus fort cette fois. « Je ne te dois plus rien. Je ne vais plus prétendre que c'est normal. Je ne vais plus apprendre à mes enfants que l'amour ressemble au contrôle et à la peur. » Son expression devint presque diabolique. « Tes enfants, » ricana-t-il amèrement. « Tu penses qu'un juge te donnera la garde de meus enfants quand il saura que tu es une mère instable qui abandonne sa famille? Tu n'as pas d'argent, pas de travail, rien. Je te retirerai Emma et Tommy si vite que... » Ces menaces furent interrompues par le bruit de la porte de derrière s'ouvrant. Tommy entra en courant, ses cheveux blonds ébouriffés et ses joues roses d'avoir joué dehors. « Maman !» cria-t-il joyeusement, puis s'arrêta net en voyant la tension dans la pièce. Ses petits yeux passèrent entre nous, remarquant ma joue rouge, l'expression furieuse de son père. « Papa ?» dit-il doucement. « Pourquoi tu cries ?» La question innocente de mon fils de 5 ans me brisa complètement. Je commençai à pleurer. Non pas de douleur physique, mais de la douleur de savoir que mes enfants avaient grandi dans cette atmosphère toxique.
Va dans ta chambre, Tommy, dit son père durement. Mais maintenant, Tommy s'enfuit en courant, effrayé. J'entendis ses petits pas monter les escaliers et la porte de sa chambre se fermer. Regarde ce que tu as fait, me dit-il avec dégoût. Maintenant, notre fils a peur parce que sa mère a décidé de devenir folle. Mais ces mots ne m'atteignaient plus comme avant. La clarté que j'avais ressentie après le coup s'intensifia. Je vis notre mariage, notre vie, son comportement, tout avec une netteté brutale. « Je pars », dis-je calmement. « Non, tu ne pars pas », répondit-il avec un sourire cruel, « parce que tu n'as nulle part où aller. Et si tu essayes de partir, je m'assurerai que tu ne revois jamais ces enfants. » C'est à ce moment-là que j'entendis à nouveau des pas à la porte de derrière. Mais cette fois, ce n'était pas Tommy. C'était Awaif, avec Lucy par la main et une expression de profonde inquiétude. « Elena, nous avons entendu des cris », commença-t-elle. Mais elle s'arrêta brusquement en voyant mon visage gonflé. Les yeux de mon mari passèrent d'Awaif à moi, et je vis le moment exact où tout s'imbriqua dans son esprit. « Toi, » dit-il lentement, pointant à Awaif, « c'est toi qui lui as rempli la tête d'idées. » Awaif poussa instinctivement Lucy derrière elle. « Elena, tu vas bien ?»« Elle va parfaitement bien, » répondit-il avant que je puisse parler. « Elle traverse juste une petite crise nerveuse temporaire. Rien qu'un traitement approprié ne puisse résoudre. » Ces mots me glacèrent. Je savais exactement ce qu'il insinuait. Il avait déjà menacé de dire que j'étais mentalement instable si j'essayais de le quitter. « Elena, » dit Awaif fermement, l'ignorant complètement, « prends les enfants. On s'en va. Maintenant. »« Elle ne va nulle part, » grogna-t-il, bloquant la porte. « Et toi, salope, tu vas sortir de ma propriété avant que j'appelle la police. »« Parfait, » répondit Awaif, sortant son téléphone. « Appelons la police. J'adorerais leur expliquer pourquoi Elena a le visage gonflé. » La menace le fit hésiter. Je vis qu'il calculait ses options, pesant les risques. « Maman !» La petite voix de Tommy vint de l'escalier. « Tout va bien ?» Mon cœur se brisa en voyant mon petit garçon se tenir sur le palier, les yeux pleins de larmes. C'est à cet instant que je sus que je ne pouvais pas continuer ainsi un jour de plus. Je ne pouvais pas élever mes enfants dans cet environnement. Je ne pouvais pas leur apprendre que c'était ça l'amour. « Tommy, » dis-je doucement, « va préparer ton sac à dos avec tes vêtements préférés. Prends aussi quelque chose pour Emma. »« Elena, ne t'avise pas, » commença mon mari. « Vas-y, mon amour, » dis-je à Tommy avec plus de fermeté. « Maintenant. » Awaif s'approcha de moi, prenant ma main. « Tu es sûre ?» Je regardais autour de la cuisine où j'avais passé tant d'années à me sentir comme une prisonnière. Je pensais à Sophie, aux lettres que je lui écrivais chaque nuit. Je pensais à la femme que j'avais été avant de me marier, pleine de rêves et d'espoir. « Oui, » dis-je enfin, « je suis sûre. » Mon mari nous regarda toutes les deux avec une fureur effrayante, mais aussi avec quelque chose d'autre. La prise de conscience qu'il perdait le contrôle qu'il avait exercé sur moi pendant des années. « Si tu franchis cette porte, » dit-il lentement, « ne reviens jamais, et Emma et Tommy restent avec moi. » C'était sa dernière carte, sa menace finale. Mais pour la première fois depuis des années, cela ne m'intimida pas. « On verra, » dis-je simplement. Et à cet instant, je sus que ma vie d'avant était terminée. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, mais je savais que ça devait être mieux que ça. Si vous aimez ces histoires qui touchent le cœur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide énormément et nous motive à continuer à créer du contenu qui compte vraiment. Awaif serra ma main plus fort, et ensemble, nous nous dirigeâmes vers l'escalier pour chercher mes enfants. L'avenir était incertain et effrayant, mais pour la première fois depuis des années, il m'appartenait de le décider. Les heures suivantes passèrent, comme un film en accéléré. Awaif appela immédiatement Siobhan, qui arriva en moins d'une heure avec Mary et un avocat spécialisé dans les cas de violence domestique. Mon mari, confronté à des témoins et à un soutien juridique, se retira dans son bureau, non sans murmurer des menaces de bataille juridique qui me ruineraient pour toujours. « Elena », me dit l'avocat, un homme plus âgé aux yeux bienveillants nommé James, « nous avons des photos de la blessure, nous avons Awaif comme témoin, et nous avons ta documentation des mois d'abus psychologiques. Ce ne sera pas aussi difficile qu'il veut te le faire croire. » Pendant que je rassemblais les affaires essentielles des enfants, Emma rentra de ses cours de piano. Voir sa mère avec le visage gonflé et une maison pleine d'étrangers l'effraya au début, mais quand je lui expliquai doucement que nous partions pour des vacances spéciales, loin des cris et de la tension, je vis quelque chose comme du soulagement dans ses yeux de 8 ans. « Papa vient avec nous ?» demanda Tommy, serrant son ours en peluche préféré. « Non, mon chéri, » répondis-je, m'agenouillant à sa hauteur. « Ce sera juste nous 3. Et Awaif. » À ma surprise, aucun des deux ne protesta. C'était comme s'ils avaient attendu ce moment autant que moi. Cette nuit-là, nous dormîmes chez les Kelly. Mrs. Kelly, une femme pratique et maternelle, se mit immédiatement en mode protecteur, préparant du chocolat chaud et s'assurant que les enfants se sentent en sécurité. Mr. Kelly, typique irlandais direct, dit simplement « Tu aurais dû lui mettre un bon coup de poing aussi. »
Les documents sont en cours, m'expliqua James le lendemain matin. Passeport d'urgence pour toi et les enfants, visa temporaire pour le Canada, ordonnance restrictive. Tout devrait être prêt dans une semaine. Une semaine. C'était juste à temps pour le vol avec les Kelly. Pendant ces jours, je vécus dans une étrange bulle de terreur et d'espoir. Il tenta plusieurs tactiques, des appels suppliants promettant de changer, des visites chez les Kelly exigeant de voir ses enfants, des menaces envoyées par avocat, mais chaque tentative ne faisait que renforcer ma résolution. « Regarde ses vraies couleurs maintenant », me dit Awaif un après-midi alors que nous regardions Emma et Tommy jouer paisiblement dans le jardin des Kelly. Quand il a perdu le contrôle sur toi, il a montré exactement qui il est vraiment. Elle avait raison. Ces derniers jours avaient révélé la profondeur de sa manipulation. Sans la capacité de me contrôler par la peur et la dépendance financière, il avait eu recours à des menaces juridiques et à un chantage émotionnel. La veille de notre vol, je reçus une visite inattendue. Ma sœur Clara, que je n'avais pas vue depuis presque 2 ans, apparut à la porte des Kelly, les yeux pleins de larmes. « Elena, dit-elle, m'enlaçant fort, pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait? »« il m'a convaincu que c'était toi qui avais un problème avec moi, admis-je. Il m'a isolée si progressivement que je ne m'en suis même pas rendu compte. »« Eh bien, maintenant je sais, » répondit-elle fermement. « Et je te soutiens complètement. Si Vancouver ne fonctionne pas, tu auras toujours une place chez moi. » Son soutien fut comme un baume pour des blessures que je ne savais même pas avoir. Pendant des années, j'avais cru que j'étais complètement seule, que j'avais brûlé tous les ponts. Découvrir que ma famille m'aimait encore, qu'elle avait simplement été écartée de moi, fut une révélation magnifique. La veille du vol, Awif et moi eûmes enfin le temps de parler seuls. Les enfants dormaient dans la chambre d'amis des Kelly, et nous nous assîmes dans le petit jardin de derrière sous les étoiles. « Tu as peur ?» me demanda-t-elle doucement. « Terrifiée, admis-je. Mais aussi libre. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer pleinement. Vancouver sera différent, dit Awif, froid, nouveau, difficile. Mais Elena, ce sera nous. Enfin, nous pourrons être nous sans nous cacher. » Elle prit ma main, entrelaçant nos doigts. « Je t'aime, dit-elle simplement. Pas comme quelque chose de interdit ou de secret. Je t'aime comme quelqu'un qui veut construire une vie avec toi. »« Je t'aime aussi, répondis-je. Tu es la première personne à me voir vraiment depuis des années. La première à me faire sentir précieuse pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour les autres. » Nous nous embrassâmes sous le ciel irlandais, et pour la première fois, il n'y avait ni hâte ni peur d'être découverte. Juste de l'amour et la promesse d'un avenir que nous construirions ensemble. Le jour du vol arriva gris et pluvieux, typiquement dublinois. À l'aéroport, alors que nous faisions l'enregistrement, je vis une silhouette familière s'approcher. C'était lui, en costume sombre et avec une expression furieuse. « Elena, dit-il, ignorant tout le monde. Dernière chance. Rentre à la maison et nous oublierons tout ça. » « Il n'y a rien à oublier, » répondis-je calmement. « Juste une nouvelle vie à commencer. »« Avec elle ?» cracha-t-il, regardant Awif avec dégoût. « Tu vas traîner mes enfants pour vivre avec ta maîtresse lesbienne ?» Emma, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, s'approcha et prit ma main. « Maman, dit-elle clairement, Awif nous fait rire. Tu ne riais jamais quand on était à la maison avec papa. » Sa déclaration simple mais puissante réduisit son père au silence complet. De la bouche d'une fillette de 8 ans venait une vérité qu'il ne pouvait réfuter. « Viens, maman, » ajouta Tommy. « L'avion nous attend. » En marchant vers la porte d'embarquement, je ne regardais pas en arrière. Cette partie de ma vie était terminée. Le vol vers Vancouver fut long, mais plein d'anticipation. Les enfants s'adaptèrent à l'aventure avec la flexibilité typique de leur âge, excités par l'idée de vivre dans un endroit avec des montagnes et de la neige. Awif s'assit à côté de moi, serrant ma main de temps en temps quand les turbulences, celles de l'avion comme celles émotionnelles, devenaient intenses. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» lui dis-je alors que nous survolions l'Atlantique. « Pour la première fois depuis des années, je ne sais pas exactement ce qui va se passer demain. Et ça ne me fait pas peur. Ça m'excite. » Vancouver nous accueillit avec un ciel dégagé et un air frais. Le programme pour les réfugiés de violences domestiques était plus complet que je ne l'avais espéré. Une travailleuse sociale nommée Sarah nous aida à trouver un petit appartement meublé, m'inscrivit à des cours d'anglais pour perfectionner mon accent et mes opportunités d'emploi, et inscrivit Emma et Tommy dans une école locale où la diversité était célébrée, pas juste tolérée. « Maman, » me dit Emma un après-midi, quelques semaines après notre arrivée, alors que nous faisions les devoirs à notre petite table de cuisine, « pourquoi ne m'as-tu jamais dit qu'on avait le droit d'être heureux? » Sa question me brisa et me guérit à la fois. Parce que je ne le savais pas non plus, mon amour. Mais on l'apprend ensemble, non? Awif trouva un travail de nounou pour une famille aisée de West Vancouver. Et je commençais à travailler à temps partiel dans un café tout en étudiant pour obtenir des certifications qui me permettraient de travailler dans mon domaine. C'était épuisant,
Mais chaque jour, je me réveillais avec un but et de l'espoir. Les nuits nous appartenaient. Après que les enfants étaient recouchés, Awif et moi nous asseyions sur notre petit balcon, buvant du thé et planifiant notre avenir. Nous parlions de voyager ensemble quand les enfants seraient plus grands, d'adopter peut-être un chien, de petits rêves qui semblaient enfin atteignables. « Elena », me dit-elle une nuit, 6 mois après notre arrivée, alors que nous regardions la neige tomber doucement sur la ville. « Regrettes-tu quelque chose ?» Je réfléchis sérieusement à sa question. Il y avait eu des jours difficiles, des moments de doute, des défis que je n'avais pas anticipés. Dublin me manquait parfois, la familiarité de ma ville natale. Les enfants posaient parfois des questions sur leur père, et naviguer ces conversations était déchirant. « Je regrette de ne pas avoir été plus courageuse plus tôt, » répondis-je enfin. « Je regrette les années que j'ai perdues à prétendre que tout allait bien. Mais partir, recommencer avec toi, jamais. » 1 an plus tard, je reçus une lettre de Dublin. C'était de Siobhan, me racontant comment le groupe de soutien s'était développé, en partie inspiré par mon histoire. « Tu es un exemple, » écrivait-elle, « qu'il est toujours possible de recommencer. » Elle incluait aussi des nouvelles de mon ex-mari. Il avait commencé à sortir avec une autre femme, plus jeune, qui montrait déjà des signes d'isolement social. « Un léopard ne change pas ses taches, » écrivait Siobhan. « Mais au moins, tes enfants ne grandissent pas en pensant que c'est ça l'amour. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'écrivis dans mon journal. Pas une lettre à Sophie. J'avais trouvé la paix avec cette perte. Mais une lettre à la femme que j'avais été, celle qui avait trop peur d'être libre. « Chère Elena du passé, » écrivis-je, « je sais que tu as peur. Je sais que ça semble impossible. Mais il y a tout un monde qui t'attend de l'autre côté de la peur. Il y a des rires sincères, un amour véritable, des nuits de sommeil paisible. Il y a une vie où tu es valorisé pour qui tu es, pas pour ce que tu peux donner. Ça vaut le saut, je te le promets. » 2 ans plus tard, Emma et Tommy avaient développé de légers accents canadiens et considéraient Vancouver comme leur maison. Emma avait commencé à écrire des histoires sur des familles qui y trouvaient leur chemin vers le bonheur, et Tommy dessinait constamment des montagnes enneigées et des lacs bleus. Awif et moi nous mariâmes lors d'une petite cérémonie au parc Queen Elizabeth, avec les enfants comme seuls témoins officiels et Sarah, notre travailleuse sociale, officiant. Ce n'était pas le grand mariage dont j'avais rêvé enfant, mais c'était parfait parce que c'était le nôtre. « Tu sais quoi ?» dis-je à Awif cette nuit-là, alors que nous dansions doucement dans notre petit salon sur une musique irlandaise en fond sonore. « Je crois que Sophie nous sourit, où qu'elle soit. Pourquoi dis-tu ça? Parce que j'ai enfin trouvé l'amour qu'elle aurait voulu que j'aie. Le genre d'amour que je veux qu'Emma et Tommy considèrent comme normal. » Alors que j'écris ceci, 5 ans après avoir quitté Dublin, je peux dire honnêtement que chaque jour difficile en valait la peine. Elena, la femme qui marchait sur des œufs et vivait dans une peur constante, n'existe plus. À sa place, il y a une femme qui connaît sa valeur, qui enseigne à ses enfants que l'amour véritable ne demande jamais de sacrifier sa dignité et qui se réveille chaque matin reconnaissante pour la vie qu'elle a eu le courage de choisir. L'amour avec Awif n'est pas parfait. Aucun amour ne l'est. Nous avons des désaccords, des jours difficiles, des moments de stress. Mais la différence est que nous affrontons tout cela en équipe, avec un respect mutuel et la compréhension que notre amour est quelque chose que nous construisons ensemble chaque jour, et non quelque chose que l'une prend à l'autre. À toutes les femmes qui lisent ceci et qui reconnaissent des parties de leur propre histoire, vous n'êtes pas folles. Votre instinct ne vous trompe pas. Vous méritez un amour qui vous fait sentir en sécurité, valorisé, libre. Et même si le chemin vers la liberté peut sembler impossible, il y a toujours de l'espoir. Dublin fera toujours partie de moi, mais Vancouver est l'endroit où j'ai appris à vraiment vivre. Et chaque soir, quand Awif m'enlace et que les enfants dorment paisiblement dans leur lit, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parfois, le plus grand amour exige le plus grand courage. Mais de l'autre côté de la peur, la vie vous attend. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Partager ces histoires aide d'autres personnes à savoir qu'elles ne sont pas seules. Et n'oubliez pas de laisser votre note de 0 à 10 dans les commentaires. Il est très important pour nous de savoir quelles histoires résonnent le plus avec vous. Dites-nous aussi quelle partie vous a le plus ému ou quel message vous emportez de l'histoire d'Elena et Awif. En fin de compte, ce n'est pas seulement une histoire sur la fuite de l'abus ou sur l'amour entre 2 femmes. C'est une histoire sur le courage de choisir le bonheur plutôt que la sécurité, sur l'enseignement à nos enfants qu'ils méritent un amour véritable et sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et c'est, je crois, la plus belle leçon de toutes.